donné comme thème et si la solution était la souveraineté? Alors, je peux déjà vous répondre, je n'ai pas besoin de développer. Oui, c'est la solution. Donc, je vais en profiter pour donner quelques réflexions sur la situation actuelle, puisqu'on est quand même en pleine campagne des européennes à 8 jours d'un vote, hein, je le rappelle, sur l'évolution aussi de ce que moi j'ai vécu depuis que je suis né, et sur ce qui m'apparaît être les solutions indispensables. Moi, j'ai grandi, comme beaucoup, en même temps que le déploiement du projet, ce que j'appelle, moi, le projet totalitaire euro-mondialiste de destruction de la France. Je vais être très clair, pas besoin de prendre des chemins plus longs, on va raccourcir. C'est un projet de destruction du patriotisme, de nos libertés, de notre souveraineté. C'est un projet plus qu'européiste, un projet euro-mondialiste, et l'Union européenne, évidemment, en ce qui concerne notre pays, est l'outil principal utilisé pour le détruire. On le voit dans la situation actuelle où les campagnes électorales n'existent plus. Illustration parfaite avec l'actuelle campagne des élections européennes. Vous avez une série de débats castés, de casting, toujours les mêmes. Hein. Je crois qu'il y en a encore eu un avant-hier soir sur CNews, avec chaque tête de liste qui répète ad nauseam en fait des éléments de langage, censés parler à un secteur marketing de l'électorat, une part de marché, éléments de langage débités sans se soucier du moindre rapport avec la vérité. Mais en réalité, c'est normal, puisque tout ça est devenu une pièce de théâtre. Le théâtre ou le cinéma ne s'embarrasse pas du rapport à la vérité. C'est par définition de la fiction. Alors aujourd'hui, la vie politique française me semble être coupée en fait en deux. Vous avez l'immense majorité des dits responsables politiques qui sont qualifiés de responsables et que moi je qualifie d'irresponsables, qui débattent en fait à la surface des choses des conséquences du projet euromondialiste. Alors certains vont mettre l'accent sur les conséquences migratoires, d'autres sur la catastrophe sociale et économique, d'autres sur la catastrophe écologique, environnementale, etc. Mais on débat des conséquences. Et puis de l'autre côté, l'autre partie de la vie politique française, c'est un mince filet, mince en tout cas du point de vue de la représentation médiatique et parlementaire aujourd'hui, mais pas mince du point de vue de l'opinion publique, au contraire, qui, lui, a décidé de remonter aux sources des problèmes, pour les identifier, les dénoncer et les traiter. Et quand vous remontez à la source des sources, vous arrivez à la question de la souveraineté, dont je rappelle que le juriste Cardin Lebray disait que la souveraineté, par nature, n'est pas plus divisible qu'un point de géométrie. Or, aujourd'hui, on nous fait croire que la souveraineté, c'est une grosse boule qu'on peut diviser. Il y aurait un petit bout pour l'Europe, un tout petit bout pour la France, pour les régions, pour l'OMS, pour l'OTAN, etc., etc. Je vais y revenir. Alors je disais en introduction que j'ai grandi, moi, en même temps que le déploiement du projet euromondialiste. Je vous dis ça parce que je suis né en 81, j'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu exactement cette période-là. Le premier moment, le grand moment souverainiste que j'ai vécu et dont je me souviens vraiment, j'avais 10 ans. C'était le traité de Maastricht. J'étais déjà un fervent défenseur du non, hein, je vous le dis. Et le soir du 20 septembre 92, moi j'étais en pleurs. Et mes parents ne comprenaient pas très bien. Ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe. Je disais on n'aura plus nos francs. Et ça me paraissait d'une tristesse infinie. Et je m'en suis toujours pas remis, hein, je vous le dis. Mais j'avais le pressentiment qu'il y avait déjà quelque chose qui clochait parce que j'avais senti cette immense propagande déjà, qu'il y avait un déséquilibre, alors que normalement, un référendum, il y a un oui, il y a un non, et ça devrait être deux camps traités à égalité. Bon, ça n'a pas été le cas. L'autre grand moment, là j'étais un peu plus âgé, j'étais en classe de terminale, et ce sont les 25 ans. Aujourd'hui, on est quasiment jour pour jour aux 25 ans de cet événement. C'est le bombardement illégal par l'OTAN de la Serbie. C'est un moment très important. Illégal parce qu'effectivement totalement illégal du point de vue du droit international, hein, rappelons-le. Et moi je faisais partie de ces gens, alors j'avais pas encore le droit de vote à quelques mois près, qui avait collé une cible, vous savez, ceux qui se souviennent, on devait dessiner ou imprimer une cible, c'était le point de ralliement de tous les anti-OTAN et des anti-guerres de Serbie. On devait coller ça à sa fenêtre. Et moi, je l'avais mis à la fenêtre de ma chambre.
Et là, on a vu à ce moment-là à quel point c'était grave du point de vue diplomatique, militaire et géostratégique de ne plus être un pays libre. Et à quel point ça pouvait nous emmener dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Évidemment, ça fait extraordinairement écho à la situation actuelle. Avançons de quelques années, et nous arrivons à 2005. Je suis sûr que dans cette salle, on est beaucoup à se rappeler de la campagne de 2005. Alors moi, je l'ai faite pour le nom, hors parti. Je n'avais pas de carte, aucun parti, rien. Et j'écrivais mes propres tracts, j'avais mon blog qui avait marché, France 2 l'avait repéré, ils voulaient organiser un débat entre un jeune du non, c'était moi, jeune étudiant à l'époque, et un jeune du oui. Et c'était ma première télé, elle est ressortie récemment par l'INA, 3 minutes au Trésor de France 2 en direct. Ils nous avaient d'ailleurs conviés à Saint-Malo, jolie ville. Et en réalité, 2005 a été le grand moment où les Français ont parlé, ont débattu, ont réfléchi à la souveraineté. Ça a été une très grande campagne. Je rappelle que 3 mois avant, le oui était à 66% dans les sondages et qu'il a fini à 45%, minoritaire. Parce qu'il y a eu un vrai débat de fond. C'était un débat extrêmement intéressant. C'est là qu'est apparu d'ailleurs Étienne Chouard. Il a fait le buzz, comme on dit maintenant, avec son texte contre le traité constitutionnel. Il y a eu des débats très intéressants. On était très au-delà, évidemment, du clivage gauche-droite. C'est là qu'on se rend compte qu'il est totalement frelaté et qu'il est là pour diviser bêtement. Et on a tellement mal voté que c'est la dernière fois qu'on a eu le droit de voter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas pour un référendum, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français qui ont moins de 37 ans n'ont jamais eu le droit à un référendum. Et puis, vous savez, 3 ans plus tard, ils s'en sont occupés. 2008, trahison de Lisbonne. Mais ça a laissé des traces. On voit qu'on avait touché à quelque chose d'extraordinairement sensible. Alors ensuite, je me suis lancé dans l'aventure politique quelques années plus tard, au moment où ce qui s'appelait à l'époque Front National donnait le sentiment de vouloir se rénover dans un sens beaucoup plus souverainiste. Et on a introduit le Frexit. Philippe Murer, qui est là, peut le confirmer, parce qu'on était exactement au même moment de la même aventure. On est parti au même moment, d'ailleurs. Et le Frexit a été dans le programme entre 2012 et 2017. C'est le moment où sa présidente disait « Si on ne sort pas de l'euro et de l'Union européenne, mon programme est à jeter à la poubelle à 70%. » C'était vrai, je dirais même 90%. Mais aujourd'hui, elle ne le dit plus. Et puis, quand ce projet a été abandonné, on est parti. Et voilà, et on arrive à la situation actuelle. Alors, ça c'est pour mon histoire, mais en parallèle, vous voyez bien que du point de vue politique, elle percute ce qui s'est passé. Et nous connaissons depuis quelques années, dans le déploiement du projet totalitaire euro-mondialiste, une véritable accélération. Je dirais avec trois grands axes, le Covid, l'Ukraine et l'Union européenne. Alors tout ça se mélange, se rejoint, mais je vais essayer quand même pour le raisonnement de simplifier. Le Covid a été et est toujours l'occasion d'une grande accélération d'un projet de prise de pouvoir et de destruction de nos libertés, de nous faire entrer dans une société qu'on peut appeler la société des QR codes, des passes, une société où les normes sont inversées, c'est-à-dire que la liberté devient l'exception et la restriction devient la règle. Et ça, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, sous prétexte de la guerre, du climat, de l'énergie, tout ce que vous voulez, c'est des Jeux Olympiques. Ils nous ont sorti un pass JO quand même. Et demain, du terrorisme, beaucoup de choses. Vous comprenez bien que c'est devenu la norme, réellement, que ce n'est pas simplement les épidémies. Et ça, fondamentalement, c'est un projet qui est un déploiement, une branche de cet euromondialisme qui combine domination des grands lobbies, Big Pharma, des grandes boîtes transnationales, de la grande finance, corruption. Général Cousteau en parlait tout à l'heure, il a 1000 fois raison. Nous sommes dans un régime profondément corrompu à tout niveau. Et mise au pas des masses, traité comme du bétail, injecté de force, mis sous masque, on pense à nos gamins. On n'est pas nombreux à l'époque à s'être levés contre cette affaire. Pas nombreux du tout dans la vie politique française. Alors on a rallié beaucoup de monde dans les rues
dans les tribunaux aujourd'hui contre Ursula von der Leyen, n'est-ce pas Myriam? Et on avait croisé ses avocats l'autre jour, ils en emmenaient pas large. Voilà, parce qu'ils ont compris que les peuples étaient en train de piger. Ça, c'est le Covid. À la fin, vous aurez le crédit social. C'est le but. L'Ukraine. L'Ukraine, c'est le moment où on nous explique que nos guerres sont celles de l'Empire. Notre intérêt est celui de l'Empire. On nous dit qu'on est en guerre, on n'est pas en guerre. Moi, je n'ai pas vu la Russie attaquer la France. On n'est pas en guerre, mais on est en guerre. À tel point qu'il faudrait aller faire couler le sang des fils et filles de France, comme dit le général Desportes, pour montrer à Poutine qu'on est vraiment sérieux. Vous avez des gens qui se succèdent dans les médias, sur les plateaux, pour nous dire il faut y aller, pas eux, hein, mais les autres, allez-y. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a même dit qu'il y a un projet dans les couloirs de Bruxelles qui traîne de conscription européenne obligatoire contre la Russie. Il est ministre, hein, il l'a dit. Bon, lui il est contre, hein, mais les nôtres, ils sont pour. Hein. Et nous voyons à quel point de nouvelles lignes rouges sont franchies, puisqu'on parle aujourd'hui d'envoi de formateurs militaires, de coalition internationale menée par Macron, ça ce n'est pas très rassurant, et de possibilités pour les Ukrainiens de frapper avec nos armes le sol russe, etc. Donc on voit une accélération, et on voit à quel point il est grave de ne pas maîtriser sa diplomatie et même son outil militaire, parce que nous sommes enserrés dans l'Union européenne, dans l'OTAN, et dans des structures qui en réalité sont profondément contraires à nos intérêts nationaux et à la paix du monde. Je ne vais pas vous rappeler ici la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, vous connaissez ça par cœur, et nous avons tous été contre ces guerres. Et la troisième branche, qui accélère beaucoup ces derniers temps, c'est l'Union européenne elle-même. Un jour de novembre, je crois le dernier jour de novembre, 30 novembre, j'ai lu cette déclaration de Mario Draghi, j'ai fait une vidéo dans l'heure, tellement ça m'a paru grave pour alerter les gens, le 30 novembre 2023. Mario Draghi déclare « La prochaine étape, c'est qu'il faut que l'Union européenne devienne un État ». Oh, c'est pas son projet à lui, hein, il n'a fait que dire ce qu'ils ont tous dans la tête, évidemment. Ça veut dire la disparition. Si vous savez, si l'Union européenne est un État, il n'y a plus de France. Hein. Alors on raye d'un trait de plume 2000 ans d'histoire. Ça mériterait au moins qu'on en parle, non? Avec, on le sent, le projet des 5 prochaines années pour la nouvelle Commission européenne, qui veut maintenant un commissaire européen à la défense, officiellement, ça va être l'armée européenne, qui restera évidemment très liée à l'OTAN. Hein. Et Macron abonde dans ce sens en disant « Bah oui, notre dissuasion nucléaire, on pourrait peut-être la transférer à l'Union européenne ». Alors je vais vous rappeler ici juste un propos de Charles de Gaulle devant l'école de guerre, je crois que c'est en 1951. « Il faut que la défense de la France soit française. C'est une nécessité. Il est indispensable qu'elle le redevienne à l'époque. Un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Il faut que son effort soit son effort. S'il en était autrement, notre pays serait en contradiction avec tout ce qu'il est depuis ses origines, avec son rôle, l'estime qu'il a de lui-même, avec son âme, écrit le général, dit le général. Et il ajoute, s'il devait en être autrement, si on admettait pour longtemps que la défense de la France cessa d'être dans le cadre national et qu'elle se confondit ou se fondit en autre chose, il ne serait pas possible de maintenir chez nous un État. Le gouvernement a pour raison d'être à toute époque la défense de l'indépendance et de l'intégrité du territoire. C'est de là qu'il procède, en France en particulier. Tous nos régimes sont venus de là. C'est intemporel et c'est vrai à l'époque, c'était vrai avant et c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain. Et c'est vrai partout. Particulièrement, c'est vrai en France. Alors c'est ça leur projet aujourd'hui. Accélération, phénomène Covid, Ukraine, Union européenne. Les Français ne sont pas sans réagir. Nous connaissons aussi des soubresauts et une succession de crises mal traitées. Depuis plusieurs années, les gilets jaunes, une sorte de réaction, on va dire, populaire, sociale, les mouvements pour la liberté anti-pass, la réaction pour les enfants et pour ce sentiment très grave que nos libertés les plus intimes, les plus fondamentales sont attaquées.
les mouvements pour la paix, puisque consciemment, inconsciemment, intuitivement, les Français comprennent, sont en train de comprendre qu'on n'est plus dans les jeux vidéo, là, ils semblent nous mener vraiment vers la guerre. Ce n'est plus simplement une hypothèse. Prenez l'accélération depuis février 2022 de l'affaire ukrainienne. Regardez à chaque fois. Au départ, on devait envoyer des casques. Et c'était la ligne rouge. La ligne rouge, c'était les chars. Puis c'était les avions. Puis c'était les missiles. Puis c'était les hommes. Et puis c'était tiré sur le sol russe. Il n'y a pas de ligne rouge en réalité. Ils n'en ont pas. Parce qu'on sait très bien où ils nous mènent. Il y a eu plus récemment la révolte paysanne. Révolte agricole et révolte aussi d'une certaine, puisqu'elle était soutenue, paraît-il, par 91% des Français, selon les sondages. Je ne sais pas qui sont les 9% qui n'étaient pas là, mais c'est le soutien à un modèle agricole et c'est le soutien aussi à ce qui fait l'âme de la France. On a tous, parmi nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, des paysans. C'est le travail millénaire de la terre, de nos paysages, de terroir, de culture. Bon. Toutes ces crises, en réalité, toutes ces réactions qui toutes ont été maltraitées, ou diffamées, ou invisibilisées, ou l'un puis l'autre. Et on pourrait parler d'autres choses, des réactions aussi contre un projet migratoire de plus en plus délirant. On voit bien qu'il y a des gens qui réagissent contre ça. Et puis même des gens qui se scandalisent. Regardez même jusqu'où va le projet euromondialiste. Prenez l'Eurovision, qui fut longtemps un sympathique événement familial de chansons. Marie-Myriam, l'enfant, l'oiseau, c'était sympa. C'était léger, c'était innocent. C'est devenu, si vous avez regardé ou vu des extraits de la dernière édition, un truc obscène, épouvantable. Mais ce n'est pas à prendre à la légère, parce que ça véhicule beaucoup d'idéologie. Donc même ça, vous voyez, il faut que tout soit politisé, tout soit idéologisé, tout soit détruit. Ça aussi, ça a entraîné des réactions. Donc il y a des réactions. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ces réactions, elles devraient être aussi cohérentes que le projet en face, parce que le projet, on l'a compris, le puzzle, il s'est formé. Toutes les pièces, on les a imbriquées les unes dans les autres. Je parlais des différentes crises, l'Ukraine, Covid, l'Union européenne, l'OTAN, l'OMS, puisqu'on y va là dans quelques heures, projet pandémie, prise de pouvoir, ce projet de traité juridiquement contraignant, la CEDH, on doit y ajouter tout cela. Les Français ont compris que leur agriculture était détruite par l'Union européenne, ils ont compris que leur énergie était trop chère à cause de l'Union européenne. Tout ça, on l'a compris. Ça forme un puzzle très cohérent qui se dessine sous nos yeux, le puzzle euromondialiste. Pendant ce temps-là, l'immense majorité de la classe politique française, elle discute du sexe des trans, ou des anges. Diana Kamura, des débats Attal-Bardella, c'est passionnant. Des dernières batailles de bac à sable à l'Assemblée nationale, c'est tout aussi passionnant. Mais ça n'est évidemment pas au niveau, et c'est même grave vu la situation et la profondeur de la crise. Alors la vraie et seule solution, et j'en terminerai là, c'est que tout ce puzzle-là, euromondialiste, il a une conséquence, c'est qu'on a perdu le contrôle de notre pays, de nos vies, de notre avenir et même de nos libertés. Il faut donc reprendre la main. Alors, on ne va pas repeindre chaque pièce du puzzle. L'un va la repeindre en rouge, en rose, en vert, en bleu marine, en bleu reconquête. Non. Ça, c'est le spectacle. On est là pour faire exploser le puzzle. Et je dirais même faire tomber la table sur laquelle il est posé. Et ça suppose des décisions radicales, au sens non pas extrémiste, radicales. Ça veut dire aller à la racine des choses. Ça veut dire quitter toutes les instances supranationales. Quand je dis toutes, c'est toutes. Union européenne, euro, Schengen, marché européen d'électricité, OMS, CEDH, OTAN. Le critère est simple. Dès que ça décide à la place du peuple français et de la France, il faut partir. Parce que c'est un tout. Et c'est très cohérent. Et d'ailleurs, vous voyez, Ursula von der Leyen, si jamais elle se plante à la Commission, on parle déjà de la remettre à l'OTAN. Ce sont les mêmes. Résoudre ainsi, en reprenant le contrôle de notre pays, ça ne se fera pas en une seconde par un coup de baguette magique. Je vous le dis clairement. Vous l'avez de toute façon, vous le savez très bien. Mais on pourra, de nouveau, aujourd'hui c'est impossible, bâtir un projet national. Prendre toutes les crises une par une et de manière très cohérente pouvoir les traiter. Agricoles, migratoires, économiques, sociales, énergétiques, industrielles, etc.
et avoir de nouveau un projet, puisque c'est un projet national, c'est aussi un projet international, un projet de politique étrangère, retrouver une voie dans le monde, une armée puissante, évidemment indépendante, et évidemment une industrie de défense indépendante. Une vraie loi de programmation militaire, pas celle qui a été votée et qui comporte notamment un article très grave sur les réquisitions et qui pour le reste n'apporte rien. Non, une loi de programmation militaire digne de ce nom. Elle porte l'effort de défense immédiatement à au moins 3% du PIB. Elle donne à la France les moyens crédibles d'assurer elle-même la défense de son territoire, avec ses spécificités, notamment un espace maritime de 12 millions de kilomètres carrés, l'outre-mer, et il faut y faire respecter notre souveraineté. Elle est grignotée par beaucoup de puissances qui s'y ingèrent. On a le deuxième espace maritime du monde, on devrait donc logiquement avoir la deuxième marine du monde. Ce serait un marqueur d'ambition. Maintenir notre avance technologique dans les domaines de pointe, reconstituer une masse critique en hommes, en matériel, pour être capable de mener des actions offensives majeures, en produisant évidemment nous-mêmes nos armements et équipements, des vêtements aux fusils d'assaut, des munitions petit calibre aux missiles balistiques, en passant par tous les matériels roulants, flottants, volants. Ça, c'est une vraie loi de programmation militaire. Fondamentalement, reprendre la main, être conscient de tous nos atouts. Je parlais de l'outre-mer, je parlais de cet espace maritime, on peut y ajouter notre génie scientifique qui existe, qui est là, notre profondeur civilisationnelle, culturelle, notre langue qui est mondiale, nos patrimoines, tout ça, ce sont des forces et des atouts dont on n'a même plus conscience parce qu'on voudrait tellement nous mettre dans la tête qu'on est tout petit et qu'on a vocation à disparaître. Plusieurs générations de présidents de la République successifs s'y sont bien employés. Giscard, la France n'est qu'1% de la population mondiale. Mitterrand, la France est ma patrie, l'Europe est mon avenir. Sous-entendez, la France est mon passé, l'Europe est mon avenir. Et puis évidemment Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, qui va même jusqu'à dire qu'il n'y a pas de culture française. S'il n'y a pas de culture française, c'est qu'il n'y a pas de France. C'est tout à fait ce qu'il pense. Non, c'est tout l'inverse qu'il faut. Reprendre les instruments de la souveraineté, quitter toutes ces instances supranationales, mais avoir un vrai projet national, reprendre confiance en nous parce qu'on a des forces. Si on a été capable de se mettre à tel point en cage et sous tutelle, c'est parce qu'on n'a plus confiance en nous. Et que c'est passé un peu facilement, quoi qu'on a dit non, vous me direz en 2005, mais malgré tout, ça passe parce qu'on a mis dans la tête des gens que la France ne pouvait plus s'en sortir. J'ai quand même l'autre jour une journaliste sur France Info qui m'a dit, un peu l'air horrifié, et je pense qu'elle était sincère, mais est-ce que la France serait capable de s'auto-gérer elle-même ? Mais j'ai dit, madame, qu'est-ce qu'on a fait pendant 1500 ans ? Qu'est-ce que font les autres pays du monde ? La question me paraît lunaire, mais elle est très révélatrice de ce qu'on a mis dans la tête des gens. Et donc, dès le plus jeune âge, réinstituer l'amour de la France, l'amour de la patrie. Et ça, c'est très important. Non pas le rabaissement, le dénigrement, l'esprit de repentance. Non, tout l'inverse. Être fier de son pays. Et on peut en être fier. Et on doit en être fier. Réapprendre l'histoire. Réapprendre les héros. Les épopées. Les tragédies aussi. Mais les moments de gloire. Et tout cela, nous devons le faire dans un esprit de rassemblement, je dirais de convergence des résistances. C'est évident. Pas pour rien qu'on fait toutes ces manifs où on donne la parole à tout le monde. J'ai fait le compte, je crois qu'on a 95% des gens à qui on a donné la parole pendant toutes ces manifs n'ont pas leur carte chez nous. Ils ont souvent même parfois une carte dans un mouvement adverse aux élections, mais ce n'est pas grave. Puis ceux qui ne veulent pas venir, c'est dommage pour eux, c'est triste. Mais c'est grave, parce que la situation de la France ne peut plus attendre. Le faire dans un esprit de convergence, de rassemblement et d'action. On ne peut pas simplement parler au moment des élections, qui seront boudées par 50% des gens. On doit parler tout le temps. On doit se montrer tout le temps, par tout moyen. Il n'y en a pas de magique. Mais bon, j'en connais pas de mieux que ceux qu'on essaie de faire. Moi, je n'ai pas les moyens des milliardaires au pouvoir, donc on fait ce qu'on peut. Des opérations coup de poing, des manifs, des plaintes devant les tribunaux, des livres, je ne sais pas, des colloques comme vous faites, c'est formidable. Et on se présente aux élections s'il faut, mais de la manière la plus rassemblée possible, en tout cas avec ceux qui veulent. Et voilà, et c'est ça qui progressivement, avec l'action conjuguée de toutes les résistances, réveillera le peuple français, puisqu'il y a des réserves de patriotisme immenses dans le peuple français. Elles se sont exprimées en 2005, elles s'exprimeront à nouveau demain, j'en suis intimement persuadé. Sortir la jeunesse de l'ère du vide,
ce vide triste, le désespoir du néant, où il n'y a pas d'autre projet que Netflix et je ne sais quoi. Non, il y a un beau projet qui s'appelle la France. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.